je vais dire bonjour à tous. Après, je m'occuperai un peu de la salle d'attente au fur et à mesure. D'abord, tous mes vœux à tout le monde et ben, très heureuse de continuer cette année 2023-2024 avec des thèmes qui ont été donc choisis quelques mois en avance et qui reflètent toujours assez l'actualité, il faut bien reconnaître. Je remercie particulièrement Bertrand Nouaille, qui est vraiment, vraiment un des piliers de notre directoire et de nos intervenants, malgré beaucoup d'occupations qu'il a par ailleurs. Et je le remercie d'autant plus que c'est quand même une intervention qui s'était présentée un peu sous un titre, mais il nous en parlera et qui se présente peut-être très légèrement différemment. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. On est pressé de l'écouter. Et le thème quand même qu'il aborde montre à quel point justement cette antenne de la chaire de philo est dans son élément, j'allais dire, puisque ce souhait de pouvoir faire ensemble des réflexions sur le travail, le quotidien des soignants dans les difficultés extrêmes qu'ils connaissent actuellement, euh, en s'éloignant un petit peu grâce à des personnes comme Bertrand qui cherchent à comprendre et à essayer de permettre à nous tous de comprendre un peu mieux. Voilà. Eh bien, écoutez, maintenant, on a laissé les 2, 3 petites minutes pour arriver, mais je serai toujours en train de regarder, voilà. Et je donne donc la parole à Bertrand Nouaille pour sa conférence. Bon, merci beaucoup Marie-Elisabeth. Donc effectivement, j'aimerais revenir un peu sur le titre. Et d'avance, j'espère que celles et ceux qui sont connectés, attirés par le titre qui vous a été donné, ne seront pas déçus, parce que ce titre, justement, comme le disait Marie-Elisabeth, a été donné avant les vacances d'été et correspondait à un cours que j'avais fait dans un diplôme universitaire. Et donc, effectivement, je parlerai bien du quotidien. Je parlerai pas ou très peu du quotidien des soignants, sauf peut-être à la toute fin, si j'ai le temps, et peut-être dans la discussion, on pourra y revenir. Je ne parlerai pas non plus, sauf encore une fois à la toute fin, du conflit entre deux types de quotidiens, le quotidien du soignant et le quotidien du soigné, du malade. Mais j'aimerais malgré tout de suite vous rassurer en vous disant que j'ai bien parlé du quotidien. Ça va être l'un des thèmes centraux de mon intervention. Alors, le titre est un petit peu mystérieux, du coup, maintenant, je vais vous donner le titre véritable de cette conférence, qui est le suivant: Où je suis quand je suis malade. Donc, c'est une question topologique, c'est une question, je vais m'interroger sur le lieu, une question de lieu. Et mon introduction va partir d'un tout petit peu loin, parce que j'aimerais introduire d'abord cette notion de quotidien et j'aimerais introduire cette notion de vie quotidienne. Et ensuite voir comment la maladie ou l'expérience d'être malade modifie ou pas l'expérience que nous faisons de la vie quotidienne. Et voir aussi en quoi le lieu va jouer un rôle extrêmement important dans cette expérience d'être malade. Et j'aimerais repartir de quelque chose que peut-être vous connaissez, qui est le fameux choix d'Achille, puisque vous savez que Achille, les dieux demandèrent à Achille de choisir entre deux types de vie, entre une vie longue mais anonyme et une vie courte mais mémorable. Et vous savez tous qu'il choisit la deuxième solution, à savoir, il préfère vivre une vie courte mais mémorable. Et donc pour Achille, ce qui est désirable, ce qui donne à la vie sa pleine dignité, c'est qu'elle prenne la forme d'une œuvre qui s'imprime dans la mémoire des hommes. Et une œuvre qui s'imprime à ce point dans la mémoire des hommes, qu'elle fasse l'objet d'un récit. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une vie digne aux yeux d'Achille? C'est une vie qui puisse faire l'objet d'un récit, et ce récit perdure dans la mémoire des hommes. Donc, ma question, elle est très simple. Que doit être une vie pour qu'elle laisse ainsi une trace dans la mémoire vive des hommes, pour qu'elle soit rappelée et qu'elle soit convoquée sans cesse pour être la mesure de toute vie humaine?
la vie d'Achille pouvant finalement servir de mesure à toute vie humaine. Et dans le cas d'Achille, la réponse peut être la suivante, à savoir qu'une vie mémorable n'est mémorable et digne d'être l'objet d'un récit que parce que c'est une vie dans laquelle il y a des exploits. Achille, c'est l'homme des exploits. Et donc, si on se penche un peu sur ce que dit le dictionnaire historique de la langue française, donc voilà, donc de Alain Rey, si on regarde un peu ce qu'il dit, ce mot exploit, ce qu'il en dit, nous trouvons deux sens principaux. Le premier sens, c'est que le vieux mot français exploit, donc je vais l'écrire, qui s'écrit comme ça, a explet, voilà, dans le chat, voilà. Ce vieux mot français découle directement, a un sens qui découle directement du sens latin, à savoir l'action menée à bien. Donc, au départ, exploit veut dire tout simplement une action que l'on a menée à bien. Mais à partir du XIIe siècle, à peu près, dit le dictionnaire, il y a un autre sens qui vient se connecter, qui est l'action d'éclat accomplie à la guerre. Donc un exploit, c'est une action d'éclat que nous avons accomplie à la guerre. Et puis, à partir de la fin du XVIIe siècle, le mot exploit le sens va un petit peu dériver, et pour arriver à notre sens contemporain, action remarquable, je cite, action remarquable dépassant les limites ordinaires de l'homme. Donc finalement, si on examine un peu les choses, Achille est sommé de choisir ce qui, selon lui, lui permet de mener à bien l'action de vivre. Et pour Achille, mener à bien le fait de vivre, mener à bien l'activité de vivre, c'est précisément accomplir des actions qui dépassent les limites ordinaires de l'homme. Donc, si la vie d'Achille est un modèle, c'est parce que Achille expose sa vie, et il expose sa vie en ce que celle-ci s'élève au-dessus de la vie ordinaire. Autrement dit, la vie d'Achille s'échappe en partie des limites assignées aux vies humaines. Donc la vie d'Achille n'est pas tout à fait une vie divine, ce n'est pas un dieu. La vie d'Achille n'est cependant pas tout à fait aussi la vie humaine, puisqu'elle se trouve au-dessus des limites de la vie humaine. Donc au fond, l'exploit est ce qui relève la vie ordinaire, ce qui la relève de l'ordinaire. Voilà ce qu'on pourrait dire, l'exploit, ce qui relève la vie de l'ordinaire. Donc, si la vie d'Achille est digne d'être mémorisée, c'est donc parce qu'elle est un modèle, et si la vie d'Achille est un modèle, c'est parce qu'elle fait en quelque sorte souffler sur les mornes plaines de nos vies quotidiennes le vent de l'exploit. Et donc à partir de là, au fond, on pourrait dire que se rappeler Achille, en ce qui nous concerne, nous, les hommes ordinaires, se rappeler Achille, c'est à la fois se rappeler le caractère ordinaire de nos vies sont tout à fait ordinaires par rapport à la vie d'Achille, mais c'est aussi se rappeler en quoi nos vies ordinaires sont rachetées par l'exploit et rehaussées avec cet exploit qu'accomplit Achille, ou avec les exploits qu'accomplit Achille, et sont rehaussées par lui. Au fond, on pourrait dire que le choix d'Achille permet finalement à ce que nous autres, hommes ordinaires, nous choisissons précisément la voie que n'a pas choisie Achille, à savoir la vie anonyme mais longue. Donc, il suffit en quelque sorte qu'une seule vie soit mémorable pour que toutes les autres vies puissent s'épanouir dans l'ordinaire. Et qu'est-ce que j'entends maintenant par vie ordinaire? J'entends une vie qui n'est, première approche, que le commun du quotidien. La vie ordinaire est ainsi une vie qui fait du quotidien une norme, en ce que, justement, le quotidien est l'autre. Pourquoi le quotidien devient une norme? Parce que finalement, le quotidien, c'est une autre manière pour nous de faire ce que a fait Achille, à savoir de faire de notre vie une œuvre. Achille fait de sa vie une œuvre par l'exploit, et nous faisons de notre vie une œuvre par le quotidien. Pourquoi? Parce que vivre quotidiennement, c'est conférer à la succession de nos actions une cohérence et une unité grâce auxquelles nous nous reconnaissons
moralement à nos propres yeux. C'est-à-dire que notre vie n'est pas chaotique, la vie quotidienne est ce qui permet d'unifier, ce qui permet à notre vie d'avoir une cohérence et d'échapper finalement au chaotique et à l'incohérence. Et aussi, la vie quotidienne, c'est accorder à son existence une certaine forme de confiance. C'est-à-dire que notre vie quotidienne, nous lui accordons une confiance. En ce qu'au fond, si elle ne produit pas du remarquable, si dans notre vie quotidienne, nous ne produisons pas comme Achille des exploits et nous ne produisons pas du remarquable, en tout cas, notre vie quotidienne, elle ne nous trahit pas. Elle ne semble pas nous trahir. Parce que la vie quotidienne est celle du calcul des possibles et des espoirs et des espérances réalistes. Okay. Donc voilà, en première approche, ce qu'est la vie quotidienne, et j'insiste beaucoup pour que vous compreniez que la vie quotidienne a une valeur positive à mes yeux. Il est important que nous menions une vie quotidienne. Parce que cette quotidienneté confère à notre existence une unité et une certaine cohérence. Mais parmi les expériences quotidiennes qui participent à notre vie quotidienne et qui constituent notre vie quotidienne, donc maintenant, demandons-nous, mais finalement, quelles sont les actions, quelles sont les expériences que nous faisons quotidiennement et qui permettent à notre vie de s'installer dans le quotidien. Parmi ces expériences quotidiennes que nous faisons et qui passent inaperçues, puisqu'elles relèvent du quotidien, et qui passent inaperçues, nous avons une expérience fondamentale qui est celle de l'habiter, qui est l'habitation, habiter quelque part. Et donc, excusez-moi, le téléphone sonne, je vais à nouveau raccrocher. Qu'est-ce que c'est qu'habiter? Finalement, notre vie, elle est quotidienne parce que nous habitons. Et nous habitons un lieu. Nous habitons un lieu, et c'est parce que nous habitons un lieu que nous conférons à notre vie une forme quotidienne. Qu'est-ce que c'est qu'habiter? Et j'aimerais, pour réfléchir à cette notion d'habitation, vous allez voir, pour le moment je suis très loin de la maladie, etc., mais je vais y revenir, hein, j'y arrive. Pour comprendre cette notion d'habitation, j'aimerais me référer à Martin Heidegger, et non pas étudier la pensée de Martin Heidegger et ce qu'il dit, mais simplement, avec Martin Heidegger, ça va me permettre de poser quelques jalons. Alors, Martin Heidegger a réfléchi à cette notion d'habitation, parce que ça veut dire habiter, dans une conférence qui a pour titre « Bâtir, habiter, penser ». Et cette conférence, vous la trouvez dans les Essais et conférences, dans le livre Essais et conférences. Et Heidegger, ce qu'il remarque, immédiatement qu'habiter est si habituel pour l'homme que c'est un acte qui passe complètement inaperçu et à l'arrière-plan. Et donc Heidegger se dit que pour comprendre et saisir le sens véritable de ce que signifie habiter, autrement dit pour faire passer au premier plan cette action d'habiter, Heidegger va prendre un fil directeur qui va être de travailler la langue. Il va travailler la langue, et notamment la langue allemande, pour essayer de faire passer au premier plan l'expérience même que nous faisons au quotidien, qui est habiter. Alors, selon Heidegger, maintenant je suis la leçon d'Heidegger, hein, comment pas, je ne dis pas s'il a raison ou pas, mais selon Heidegger, le terme allemand pour dire habiter, je vous l'écris, c'est bauen, et bauen signifie construire, d'abord. Bauen ne signifie pas habiter. Bauen signifie construire, bâtir, édifier. Voilà, voilà son sens. Ça n'a pas le sens d'habiter, ça a le sens de construire, bâtir, édifier. Mais Heidegger remarque que bauen, ce verbe bauen, vient du vieux haut allemand. Ça, Heidegger est spécialiste de ce genre d'analyse. Bauen, pardon, j'ai fait une faute, je l'aurais écrit comme il faut. Voilà, buan, pardon, excusez-moi. Et ce vieux mot allemand signifie précisément habiter. Donc, vous avez un vieux mot allemand qui signifie habiter et qui va donner bauen, qui signifie bâtir, etc. Que nous dit donc du coup Heidegger? Heidegger nous dit qu'on ne bâtit pas quelque chose, une maison, pour habiter. Ce qu'il dit, c'est autre chose. C'est parce que nous habitons un lieu, c'est parce que nous séjournons sur la terre, autrement dit, c'est parce que nous sommes déjà des habitants, que nous bâtissons quelque chose.
Donc nous ne pouvons bâtir que parce que nous sommes d'abord des habitants, et non l'inverse. Nous ne bâtissons pas pour devenir des habitants. C'est le fait d'habiter qui rend possible l'acte de bâtir, d'édifier, etc. Du coup, j'avance un petit peu. Pourquoi habiter? Pourquoi être un habitant donne lieu à l'acte de bâtir quelque chose? Et Heidegger va relever un autre sens du verbe bauen. Donc il joue avec le vieux allemand, il joue avec le verbe bauen contemporain qui veut dire habiter, qui veut dire construire, bâtir, etc. Mais il y a un autre sens quand vous regardez le verbe bauen, et cet autre sens va être très fécond pour moi, parce que bauen signifie aussi enclore et signifie soigner. Et donc, Heidegger dit, bauen renvoie à l'idée d'enclore et de soigner, et donc ça renvoie, dit-il, alors c'est pas soigner un homme, hein, ça renvoie à l'idée de cultiver et de planter. On soigne la terre, on enclôt un champ. Et donc, bauen, ça veut dire, selon Heidegger, soigner ce que l'on a planté, enclore un champ, de telle manière à veiller à ce champ et à prendre soin à la croissance de ce que nous avons semé dans ce champ. Donc, édifier, bâtir, c'est pour Heidegger, dans le même temps, prendre soin de ce qui a à croître. Et donc, dit Heidegger, maintenant je fais le lien, bâtir, édifier, c'est donc prendre soin de ce qui habite un lieu. C'est pourquoi habiter, dit Heidegger, a le sens fondamental d'aménager et de ménager. Habiter, c'est ménager un lieu, aménager un lieu. Et donc, le lieu, si on suit la leçon d'Heidegger, le lieu ne préexiste pas à l'acte d'habitation. Le lieu, ce n'est pas l'espace qui existe préalablement et qui va accueillir le bâtir ou l'habiter. Le lieu existe comme lieu, surgit comme lieu, par l'acte même d'aménager, qui veut dire aussi habiter. On n'habite pas dans un lieu, dit Heidegger, on habite, et c'est par cet acte d'habitation, par lequel on prend également soin, que l'on va, à partir de là, produire un lieu. On va habiter, on va enclore, et en enclosant, alors, à ce moment-là, surgit un lieu. Voilà, donc habiter, ça fait surgir un lieu, dans lequel nous allons précisément habiter. Et donc, qu'est-ce que c'est que vivre au quotidien? Vivre au quotidien, c'est habiter un lieu qui n'est un lieu que par l'acte d'habiter. C'est-à-dire, vivre au quotidien, c'est aménager un lieu comme lieu, aménager un espace qui sera un lieu, le ménager comme lieu. Mais alors, si on suit la leçon d'Heidegger, ménager, prendre soin, c'est préserver ce qui, à l'intérieur de ce lieu, s'épanouit. Et qu'est-ce qui s'épanouit à l'intérieur de ce lieu que j'habite? Précisément, vivre. Vivre quotidiennement. C'est donc cette préservation par l'habitation, par l'habiter, qui institue le quotidien, c'est-à-dire qui le rend possible. Habiter est la condition de possibilité du quotidien. Il n'y a de quotidien que par l'acte d'habiter un lieu. Et donc, en bâtissant, en édifiant des maisons, des choses comme ça, hein, nous cultivons notre puissance de vivre. Et nous cultivons notre puissance quotidienne de vivre. Ce que nous enclorons et ce à quoi nous veillons dans ce lieu qui est notre habitation, c'est tout simplement notre puissance de vivre, en tant que cette puissance de vivre parvient à unifier, à rendre cohérent toutes les actions possibles que nous pouvons effectuer. Et donc, voilà, en quelque sorte, comment j'analyse l'idée de quotidien.
Donc, si la vie quotidienne, notamment par l'un de ses actes les plus simples et les plus inaperçus, qui est habiter un lieu, si la vie quotidienne est habituelle, il est alors logique, en tant qu'elle est habituelle, qu'elle passe tout entière au second plan. On n'aperçoit pas dans notre vie quotidienne la valeur absolument fondamentale d'habiter un lieu, d'habiter une maison. Tellement c'est quotidien, tellement c'est habituel. Et donc, pour que cet acte quotidien qui est habité fasse l'objet d'une attention, tout d'un coup qu'on soit à nouveau attiré par cet acte, il faut qu'il soit suspendu. Il faut en quelque sorte qu'il soit remis en question. C'est lorsqu'on fait l'expérience d'une remise en question de notre vie quotidienne que l'on se rend compte de la valeur de notre vie quotidienne. Tant qu'on ne perd pas cette vie quotidienne, on ne se rend pas compte qu'elle a de la valeur. Et précisément, il y a une expérience qui paraît nous faire prendre conscience de la valeur de cette vie quotidienne que nous n'apercevons pas dans le quotidien, dans les actes habituels que nous faisons. Et cette expérience, c'est l'expérience d'être malade. C'est l'expérience d'être malade, qui est une expérience qui n'est pas inhabituelle en soi. Il est habituel, ça fait partie de la vie quotidienne de pouvoir tomber malade. Mais il n'empêche qu'en tombant malade, nous interrompons, en quelque sorte, notre vie quotidienne. Et c'est en l'interrompant que nous nous rendons compte de sa valeur. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'être malade? Être malade, c'est attacher du prix aux gestes quotidiens et ordinaires que nous ne sommes plus capables de faire. En suspendant le quotidien, la maladie rend ce quotidien de nouveau désirable. Et on pourrait presque penser, et comme ça je clôt avec le début de mon introduction, que si Achille eût été malade au moment de son choix, il fut certain qu'il aurait choisi la vie longue, monotone et ennuyeuse. Parce que c'est cette vie-là qui aurait eu à ses yeux de la valeur. Et donc, si la maladie, c'est cette suspension du quotidien, le malade a donc le désir, puisque cette suspension du quotidien rend le quotidien désirable, le malade a donc le désir d'essayer de retrouver le quotidien, de pouvoir revenir dans le quotidien. Et donc, il faut qu'il trouve les actions ou les conduites qui lui permettent de renouer avec le quotidien qu'il a perdu. Et l'une des actions qu'il peut faire, et là encore une fois, c'est une action extrêmement simple, extrêmement quotidienne, c'est précisément d'aller chez le médecin. L'une des actions qui permet au malade, qui offre au malade l'espoir de revenir dans sa vie quotidienne, qui a été interrompue par la maladie, c'est l'action d'aller chez le médecin. Alors évidemment, la philosophie de la médecine a analysé ce que veut dire aller chez le médecin. Et la philosophie, à juste titre, la philosophie de la médecine s'est penchée sur ce face-à-face qui se joue lorsque vous avez un malade qui va chez le médecin. Et ce face-à-face, il est entre deux sujets, entre un sujet soigné et un sujet soignant. Ce face-à-face, il est entre deux corps, entre un corps actif et un corps passif, patient. Ce face-à-face, c'est entre deux expériences. L'expérience de la maladie à la première personne, l'expérience de la maladie à la troisième personne. Ce face-à-face est entre deux connaissances. Il y a deux connaissances qui se font face dans le cabinet d'un médecin, ou deux savoirs. Vous avez le savoir immédiat et introspectif du malade, et vous avez le savoir théorique du soignant. Donc, la philosophie de la médecine a théorisé et s'est beaucoup penchée sur ce que veut dire ce face-à-face. Mais moi, je voudrais m'arrêter sur un point qui a été largement inaperçu, et qui a été largement inaperçu du fait de son évidence même. Et vous savez bien que c'est parfois le nez au milieu de la figure qui n'est pas remarqué, à force d'être pourtant absolument visible. Donc, qu'est-ce qui n'est pas aperçu? Qu'est-ce qui n'est pas aperçu quand je vais chez le médecin et que j'aimerais analyser, qui est un peu laissé de côté par la philosophie de la médecine et qui est pourtant tellement évident, qui est tellement visible? Évidemment, aller chez le médecin, être malade, c'est aller chez le médecin ou à l'hôpital. Et donc, en allant chez le médecin ou l'hôpital, le malade, évidemment, rencontre des soignants. Et d'ailleurs, on y va pour cela. On y va pour rencontrer des soignants et on y va pour rencontrer une sollicitude professionnelle.
c'est-à-dire une sollicitude qui donne lieu à un agir qui offre aux malades l'espoir de guérir. Mais ce que l'on ne voit pas, c'est qu'aussi, quand on va chez le médecin, on va quelque part. C'est-à-dire, on va dans un lieu. Et c'est ça que j'aimerais analyser. On va dans un lieu, un cabinet, une maison de santé, une chambre d'hôpital. Suis-je malade parce que je suis amené à habiter un autre lieu que le lieu de ma vie quotidienne? Voilà ma question. Ou encore, plus radicalement, suis-je malade parce que je ne peux plus habiter aucun lieu? Parce que le lieu dans lequel la maladie me contraint de séjourner n'est précisément pas un lieu où je puisse séjourner, c'est-à-dire que je puisse aménager, que je puisse ménager, que je puisse habiter. Que veut donc dire habiter quand on est malade? C'est-à-dire où je suis, dans quel lieu je suis quand je suis malade. Le lieu concret. Le lieu concret. Et donc, cette question, je voudrais l'instruire en deux parties, une qui sera un petit peu plus longue et un peu théorique, et une autre partie beaucoup moins théorique et plus concrète. Donc, peut-être la deuxième partie sera plus concrète et vous parlera mieux, mais il faut que je passe par la première partie. Tout d'abord, dans ma première partie, j'aimerais revenir aux implications pour notre question, la question du lieu. Alors, il y aura je vais vous dire tout de suite la réserve que j'ai. Enfin, ma position est excessive, j'en ai conscience. Mais ma première partie va donc essayer de revenir aux implications pour notre question, qui est cette question du lieu, de la détermination par Canguilhem. Alors, Canguilhem, je vais peut-être quand même décrire. Par les déterminations par Canguilhem de la maladie. Canguilhem, dans le normal et le pathologique, dit ceci: pour comprendre la maladie, il faut tenir compte de la réaction catastrophique. Donc, ma question, c'est quelle est la catastrophe quand on est malade? Où se situe la catastrophe? Et ma thèse, excessive, je vais tout de suite vous dire en quoi elle est excessive, et qu'il faudrait en rabattre un peu, mais allons quand même jusqu'au bout. Ma thèse, ça serait de dire que la catastrophe touche l'habitation, c'est-à-dire touche la possibilité que nous avons de séjourner en un lieu. Et cette thèse est excessive parce que immédiatement il y a une objection qui est les maladies chroniques. Les maladies chroniques, on a bien l'impression que le malade parvient à habiter un lieu, parvient à séjourner dans un lieu, parvient finalement à produire du quotidien en partant de sa maladie. Mais j'aimerais quand même, pour le moment, aller vers la thèse, vers la position la plus excessive, pour peut-être ensuite en rabattre dans la discussion. Et dans un second temps, j'aimerais examiner quelle est la nature de la catastrophe. Si catastrophe il y a, quelle est la nature de la catastrophe? Et cette catastrophe, elle semble tenir précisément à ne pas pouvoir habiter la place à laquelle la maladie m'assigne. Et donc, j'aimerais analyser un lieu le plus paradigmatique, ça sera ma deuxième partie, le lieu le plus paradigmatique qui soit. Et j'aimerais vous montrer qu'il est compliqué d'habiter dans ce lieu. Il est compliqué de nouer du quotidien et de la quotidienneté dans ce lieu, qui est la chambre d'hôpital. Il n'y a pas plus familier et aussi pas plus intime que la chambre. Et être malade, peut-être essayer de soutenir cette thèse, c'est, durant un temps, ne pas pouvoir séjourner dans ce lieu qu'est la chambre. Et pour étayer autrement dit, j'ai essayé de vous dire que la chambre d'hôpital n'est pas une chambre. Oui. Et qu'on ne peut pas habiter la chambre d'hôpital. Encore une fois, c'est excessif. Mais bon. Et pour étayer cette thèse, je convoquerai un philosophe qui est sans doute beaucoup plus exotique en philosophie de la médecine, qui est Gaston Bachelard. Et ce n'est pas le Gaston Bachelard, philosophe de la science et de la rationalité scientifique, qui m'intéresse, parce que Gaston Bachelard, c'est un philosophe des sciences, et un philosophe de la physique, et notamment, il a beaucoup réfléchi sur la physique quantique, sur la physique de la relativité d'Einstein aussi, qui a réfléchi sur la rationalité scientifique. Mais Bachelard a une autre œuvre qui s'intéresse à l'imagination et aux images. Et je m'arrêterai sur un livre en particulier qui s'appelle La poétique de l'espace. Donc Bachelard, je vais l'écrire aussi, voilà, Gaston Bachelard.
Donc, allons-y. D'abord, ma partie un peu théorique, et ensuite ma partie un peu plus concrète, où on va examiner pourquoi, avec Gaston Bachelard, on peut dire que habiter une chambre, enfin, la chambre de l'hôpital, est-ce que c'est une chambre aux yeux de Bachelard? Est-ce que ça a comment dirais-je, la valeur d'une chambre, la valeur poétique, la valeur imaginative d'une chambre? Alors d'abord, ma partie théorique, on pourrait commencer par dire que le premier lieu dans lequel nous séjournons et dans lequel nous habitons, c'est notre propre corps. Nous séjournons, mais nous ne séjournons pas dans notre propre corps comme un marin séjourne dans un bateau, pour reprendre l'image célèbre de Descartes. Si nous habitons notre corps, c'est parce que nous sommes notre corps. C'est pour ça que nous l'habitons. Mais nous ne pouvons être notre corps ne peut être le nôtre, que parce que ce corps est vivant. C'est la condition première. Nous ne sommes notre corps que parce que d'abord ce corps est vivant. Et le corps ne peut être vivant qu'à la seule condition qu'il configure un environnement physique en un milieu. Donc il faut distinguer l'environnement physique, et à l'intérieur de cet environnement physique, vous avez les vivants vont configurer cet environnement physique en un milieu de vie. Cela signifie donc qu'en tant que vivants, nous ne subissons pas passivement les événements physiques qui traversent l'environnement. Qu'en tant que vivants, et comme n'importe quel vivant, de l'amibe au mammifère le plus développé, tous les vivants ordonnent les événements physiques selon l'intérêt qu'ils peuvent avoir pour eux. Et donc, tout vivant a une activité normative. Tout vivant fait le départ entre le bon et le mauvais, entre l'utile et le nuisible, entre l'attirant et le danger. Et donc, c'est pourquoi Canguilhem peut affirmer, toujours dans le normal et le pathologique, le vivant qualifié vit parmi un monde d'objets qualifiés. C'est-à-dire vit parmi un monde d'objets qui ont de la valeur positive ou négative pour un vivant. Et d'autant plus pour l'homme, qui lui, en plus, vit dans un milieu vivant, mais aussi dans un milieu social. Donc, du coup, vraiment, lui, on vit au milieu d'objets qualifiés. Donc, qu'est-ce que c'est que vivre? C'est habiter son milieu. C'est habiter son milieu. Et quand je dis que vivre, c'est habiter son milieu, il faut bien prendre la mesure de deux points. Qu'est-ce qu'on entend? C'est quoi cette phrase? Vivre, c'est habiter son milieu. Première chose, j'insiste sur le son. C'est pas n'importe quel milieu, c'est son milieu, mon milieu. J'habite mon milieu. Donc, il n'y a habitation que parce qu'il y a appropriation et identification. Ce au milieu de quoi nous séjournons, ce au milieu de quoi nous habitons, n'est pas un milieu quelconque. Donc le milieu ne se confond pas avec l'espace géométrique. Le milieu ne se confond pas avec l'espace géométrique. Et il faut simplement regarder, par exemple, la droite et la gauche n'est pas l'espace géométrique des abscisses et des ordonnées. Et le milieu ne se confond pas non plus avec l'environnement. Donc ce au milieu de quoi nous séjournons est bien mon milieu, à savoir cet espace, ce lieu, je préfère le terme de lieu, ce lieu dans lequel les actions que je suis amené à effectuer sont des actions fluides, sont des actions faciles, sont des actions aisées, le milieu dans lequel les réactions que je peux avoir vis-à-vis des événements qui peuvent arriver sont des réactions que je peux anticiper. Donc, on pourrait presque ici voir un parallélisme de sens ou une accointance de sens entre les expressions mon corps et les expressions mon milieu. De même qu'en disant mon corps, je refuse tout rapport d'extériorité à lui, donc j'affirme une identité d'être et je me tiens en son centre même, c'est pour ça que c'est mon corps, je me tiens au centre de mon corps, et donc je n'ai pas un rapport d'extériorité avec mon corps. De la même manière, en disant mon milieu,
je refuse là aussi le rapport d'extériorité et je me tiens au centre. Habiter son corps, c'est donc en même temps habiter son milieu. C'est-à-dire, pour jouer avec les mots, c'est être au milieu. C'est être au milieu d'un lieu. Donc, en se tenant au milieu, la vie que je vais déployer, expression de Canguilhem, va avoir une certaine allure. Et cette allure, maintenant je sors de Canguilhem, cette allure de vie que me permet le fait d'habiter un milieu et d'être au centre de mon milieu, cette allure de vie, c'est l'allure du quotidien. C'est la quotidienneté. Ce qui est répété et ce qui est choisi, parmi les actions que j'effectue au quotidien, ce sont finalement toutes ces actions et réactions qui ont ma préférence. Et donc, mais par contre, sous l'effet des habitudes, sous l'effet de la routine, cette préférence ou ces préférences premières ont tendance à ne plus être aperçues. À force de toujours répéter les mêmes actions, je n'aperçois plus que ce sont des actions préférentielles. Et donc, du coup, avançons d'un pas, en proposant maintenant de définir ce qu'est la santé. La santé n'est rien d'autre que cette allure de vie quotidienne. Si la santé, c'est le silence des organes, comme disait le riche, si c'est cet état auquel on ne prête pas attention, voilà ce que serait la santé, c'est parce que la santé s'enracine, littéralement, ou adhère à la vie quotidienne. Nous ne sommes en bonne santé que parce que nous menons une vie quotidienne, que parce que nous enracinons le fait d'être en bonne santé dans la vie quotidienne. Et maintenant, si je lis ça, vous vous souvenez Heidegger, Heidegger disait qu'il y avait deux sens, habiter, donc bâtir, mais il y avait aussi le sens de prendre soin, de ménager. Et donc, être au milieu de son milieu, donc être en bonne santé, équivaut aussi à en prendre soin, à ménager ce lieu dans lequel je vis. Et pour cela, prendre soin de mon lieu, c'est précisément l'édifier, le construire, le bâtir comme le lieu à partir duquel ma vie se déploie avec souplesse, avec agilité, avec confiance. Voilà ce que l'on peut dire dans un premier temps en partant de l'analyse de Canguilhem. Seulement, il faut rajouter un deuxième étage. Parce qu'en faisant cette analyse, je ne tiens pas compte d'un autre point très important chez Canguilhem. Canguilhem note que le milieu dans lequel je vis, c'est un milieu qui est quand même traversé, qui peut être traversé par des imprévus, qui peut être traversé par des événements. C'est-à-dire, c'est un milieu qui peut parfois être infidèle. C'est-à-dire, je peux être surpris par des événements qui surgissent dans le milieu dans lequel je vis et qui peuvent venir interrompre cette quotidienneté, ce déploiement, cette allure de vie qu'est la vie quotidienne. Et donc, au fond, Canguilhem dit, le milieu est infidèle au sens où il appartient à l'histoire du milieu, à son devenir d'être infidèle parce que il arrive des événements, voilà, des imprévus, et que c'est le devenir du milieu de pouvoir faire surgir des imprévus et des événements. Donc, Canguilhem dit être au milieu, habiter son milieu, n'efface pas la nécessité que le vivant s'explique avec lui. Nous devons nous expliquer avec notre milieu, parce que parfois ce milieu peut nous être infidèle. C'est quoi l'infidélité du milieu? Je cite Canguilhem, dans le milieu, et du reste, d'ailleurs, comme dans le corps aussi peut nous être infidèle. Dans le milieu, citation de Canguilhem, il y a des fuites, des trous, des dérobades et des résistances inattendues. Et donc, Canguilhem ajoute un point pour qualifier la santé. Être en bonne santé n'est pas seulement poursuivre sa vie quotidienne, hein, poursuivre cette vie, cette allure de vie quotidienne dans laquelle mes actions s'accomplissent avec agilité, avec souplesse, parfois avec monotonie, avec ennui, mais en tout cas, ce sont des actions que j'accomplis facilement.
être en bonne santé, c'est aussi, pour l'individu, la capacité qu'il a de répondre aux imprévus, aux dérobades, aux trous, en abandonnant son quotidien pour pouvoir répondre à ces imprévus. Donc, au fond, et c'est ce que Canguilhem conceptualise ça avec ce concept de normativité. Donc, attention, il faut être nuancé, habiter le lieu à partir duquel se déploie ma vie quotidienne, habiter celui-là, ménage la possibilité d'interrompre cette quotidienneté, oui, le cas échéant, pour instaurer une autre quotidienneté. Autrement dit, il s'agit toujours d'être au milieu, il s'agit toujours de se tenir au milieu, mais d'y être autrement, de manière qu'on y soit toujours. Je ne sais pas, il y a une tempête, il y a un tremblement de terre, c'est un imprévu, c'est une dérobade, c'est un trou. L'individu en bonne santé va être capable d'abandonner son allure de vie quotidienne pour pouvoir répondre à cet imprévu. Il est capable de le faire. Il a cette puissance de le faire. Et habiter le quotidien, c'est justement prendre soin de cette puissance de pouvoir, le cas échéant, improviser, modifier son allure de vie, etc., etc. Et c'est ce que ne peut pas faire le malade, justement. Canguilhem suit ici quelqu'un qui l'a beaucoup influencé, qui est un médecin allemand qui s'appelle Goldstein, Kurt Goldstein. Et Canguilhem, en suivant la leçon de Kurt Goldstein, dit voilà ce que c'est qu'être malade. Et vous allez tout de suite comprendre. La maladie est ébranlement et mise en péril de l'existence. Et cette mise en péril de l'existence est identifiée par Canguilhem au fait de la réaction catastrophique. La citation que je vous donnais à la fin de mon introduction. Ce qui m'intéresse là, c'est l'expression mise en péril. La maladie est mise en péril de l'existence, ce qui est l'exact contraire de l'habiter, ER, l'acte d'habiter. Car l'acte d'habiter, habiter un lieu, c'est précisément s'aménager les conditions de possibilité, veiller à la vie quotidienne. Et donc, c'est exactement le contraire de la mise en péril. Donc, pour Canguilhem, la maladie est ce qui met en crise, ce qui met en péril la condition de possibilité d'aménager sa vie de telle manière qu'elle ait cette allure de vie que j'appelle le quotidien. Bon. Pourtant, quand on continue à examiner les caractéristiques de la maladie selon Canguilhem, on trouve quelque chose qui paraît conférer au malade une puissance d'habiter. Le malade n'est pas démuni face à sa maladie. Voilà ce qu'écrit Canguilhem. Le malade, chez les malades, nous trouvons, citation, l'instauration de nouvelles normes de vie par une réduction du niveau de leur activité en rapport avec un milieu nouveau mais rétréci. L'instauration de nouvelles normes de vie, le malade a la capacité d'instaurer de nouvelles normes de vie, donc il n'est pas complètement démuni. Par une réduction du niveau de leur activité, les malades réduisent leur activité en rapport avec un milieu nouveau mais rétréci. Que nous dit Canguilhem? Canguilhem nous dit que la maladie ne greffe pas la possibilité pour le malade d'être en rapport avec un milieu. Donc le malade ne vit pas dans l'absence de tout milieu. Le malade continue à avoir un milieu, mais ce milieu est rétréci. Ce milieu est rétréci. L'être malade, le malade continue à vivre dans un milieu. Ce milieu d'ailleurs est nouveau. Il est nouveau par rapport au milieu
qui était le milieu de sa vie quotidienne quand il n'était pas malade. Et au fond, la maladie force l'homme à instituer un nouveau milieu, à s'aménager un nouveau milieu dans lequel il va pouvoir vivre avec sa maladie. Et ce milieu, c'est un milieu rétréci. Donc au fond, Canguilhem, là, on est au cœur de sa thèse, où Canguilhem dit la maladie ne se définit pas par une variation selon le plus et le moins par rapport à un état jugé normal. Donc ce n'est pas une variation quantitative. Je ne suis pas malade parce que quantitativement, il y a une variation par rapport à un état normal. Je suis malade par une différence qualitative. C'est-à-dire, la maladie touche l'allure de vie ou, autre expression de Canguilhem, la dimension de la vie. Être malade, c'est vivre une autre vie. C'est vivre une vie autre que la vie que j'avais quand c'était ma vie quotidienne. Du coup, à partir de là, on peut se demander en quoi la vie est autre quand je suis malade. Qu'est-ce que c'est que cette vie qui est autre et qui est à ce point autre qu'elle peut avoir le sens de la catastrophe. Canguilhem nous dit que la vie malade n'est pas autre en ce qu'elle se tiendrait en dehors de tout milieu. Parce que si jamais on est en dehors de tout milieu, on est mort. On ne vit que dans un rapport, une relation avec un milieu. Canguilhem se dit la chose très précise, il dit, cette vie, elle est autre, tout simplement parce que le milieu dans lequel nous vivons est rétréci. Donc, qu'est-ce que c'est que la maladie? Faire l'expérience d'un milieu rétréci. Vivre dans un lieu qui a le sens d'un rétrécissement. Citation de Canguilhem, je suis un petit peu le texte de Canguilhem, le rétrécissement du milieu chez les malades atteints de lésions cérébrales, parce que là, il suit Goldstein, et Goldstein, il s'intéresse aux maladies neurologiques, c'est-à-dire il s'intéresse aux malades qui ont subi des lésions cérébrales, notamment après la Première Guerre mondiale. Donc, il s'intéresse plutôt à des maladies psychiques, enfin, pas psychiques, psychiatriques, liées à des lésions cérébrales. Donc, le rétrécissement du milieu chez les malades atteints de lésions cérébrales répond à leur impuissance à répondre aux exigences du milieu normal, c'est-à-dire antérieur, c'est-à-dire le milieu de ma vie quotidienne. En milieu, je continue la citation, elle est un petit peu longue, mais elle va m'intéresser, en milieu non sévèrement abrité, ces malades ne connaîtraient que des réactions catastrophiques. Or, pour autant que le malade ne succombe pas à la maladie, son souci est d'échapper à l'angoisse des réactions catastrophiques. Je commente. À première vue, le milieu rétréci que le malade se fait, c'est une mise à l'abri. Il se met à l'abri. Il se met à l'abri en se construisant ce milieu rétréci. Donc on ne comprend pas comment Canguilhem dit aussi que c'est une mise en péril. Comment, en se mettant à l'abri, en se construisant ce milieu rétréci, comment ce milieu rétréci est aussi une mise en péril de l'existence. Pour le moment, c'est une mise à l'abri. La maladie met en péril l'existence, en ce que la maladie peut exiler l'existence de son lieu du quotidien, de son lieu de l'ordinaire. Et donc, de la part du malade, il y a une réponse. Le malade n'est pas démuni, il y a une réponse du malade face à la maladie. Et sa réponse, c'est une mise à l'abri en rétrécissant son milieu. Donc, au fond, ce rétrécissement est le dernier recours que le malade a à sa disposition pour continuer à habiter. Pour qu'il puisse continuer à habiter un milieu, il lui faut rétrécir ce milieu. C'est vraiment son dernier recours pour ne pas être exilé de toute habitation. Rétrécir, c'est encore habiter. Je pourrais dire ainsi, rétrécir son milieu, c'est encore habiter. Et dès lors que le malade se constitue un milieu rétréci, mais qui est un milieu dans lequel il va pouvoir habiter, il va inventer, produire une vie quotidienne. Je continue à lire
Canguilhem dit, dans ce milieu rétréci dans lequel le malade se trouve, le malade, je cite, a la manie de l'ordre, de la méticulosité, a un goût excessif de la monotonie et un attachement à une situation qu'il sait pouvoir dominer. Donc, vous voyez, ordre, méticulosité, monotonie, maîtrise, ne sont-ce pas là les caractéristiques typiques de la vie quotidienne? Donc le malade, finalement, comme n'importe quel individu, que l'individu en santé et l'individu malade, cherche à restaurer, à préserver une quotidienneté, et il le fait en rétrécissant son milieu. Donc, si ma thèse est correcte, si être malade, c'est vivre une autre vie, cette autre vie n'est pas autre au point qu'elle n'est pas une vie quotidienne. Être malade, c'est encore vivre une vie quotidienne. Mais c'est une autre vie quotidienne. Donc ma question, elle est là. Qu'est-ce qui est autre dans cette vie quotidienne que mène le malade, à savoir cette vie quotidienne dans laquelle il va retrouver de l'ordre, de la méticulosité, de la monotonie, etc. La vie quotidienne, je vous ai dit, et c'est là où je vais maintenant ramasser toutes les choses et je vais bientôt passer à la deuxième partie qui sera beaucoup plus courte. La vie quotidienne, c'est une vie au milieu d'un milieu. Nous vivons au milieu d'un milieu. Et je vous ai dit, et Canguilhem dit, que ce milieu dans lequel nous vivons, on le sait ouvert aux fuites, aux trous, aux dérobades, aux résistances inattendues. Et nous savons d'avance que nous pouvons y répondre. C'est ça, être en bonne santé. C'est savoir à l'avance que nous pouvons répondre à un certain nombre de trous, de dérobades, etc. Canguilhem dit, être en bonne santé, c'est avoir le luxe de tomber malade. Parce que nous savons que nous allons pouvoir répondre, nous allons pouvoir surmonter cette maladie, etc. La maladie. Donc, au fond, la vie quotidienne, certes, c'est une vie monotone, c'est une vie sans surprise, c'est une vie répétitive, mais c'est une vie qui a en réserve tout un tas de possibilités, tout un tas de conduites possibles qu'on sait être capable de faire, qu'on sait être capable de produire, le cas échéant. Donc, la vie quotidienne, au fond, c'est une vie qui se déploie en deçà de sa puissance effective. C'est-à-dire que dans la vie quotidienne, nous déployons une vie qui ne déploie pas toute sa puissance, pour reprendre les termes nietzschéens. Mais nous savons que nous avons en réserve une telle puissance afin de pouvoir répondre à tous les imprévus. Et donc, nous n'avons pas besoin, dans la vie quotidienne, de vivre dans un milieu sévèrement abrité. C'est ça la vie quotidienne, c'est ça la santé. Nous n'avons pas la nécessité de vivre dans un milieu sévèrement abrité. C'est un milieu qui reste ouvert à ce qui pourrait le troubler, à ce qui pourrait venir on dirait le titiller en quelque sorte. Et au fond, ce que nous aménageons, ce que nous ménageons, ce à quoi nous veillons dans cette vie quotidienne, c'est à cette réserve de puissance. Nous veillons à toujours avoir cette réserve de puissance. Nous veillons à ce que l'on peut plus si on le veut, ou à ce qu'on peut plus si les circonstances l'exigent. Ça veut donc dire que pour nous qui vivons en santé, sortir du quotidien, ce n'est pas une catastrophe. Et c'est précisément ce qui fait la catastrophe de la vie quotidienne du malade. C'est-à-dire que la vie quotidienne du malade, c'est une vie quotidienne dans laquelle il ne peut pas faire face aux fuites, il ne peut pas faire face aux trous, il ne peut pas faire face aux dérobades ou aux résistances que lui oppose le milieu. Un malade n'a pas le luxe de tomber malade. Un malade du sida, dans les années 80, n'a pas le luxe d'avoir un rhume ou d'avoir une angine. Alors que nous avons ce luxe-là, parce que nous pouvons répondre. Nous avons une réserve de puissance, pas le malade du sida. Donc, c'est la raison pour laquelle le malade va rétrécir son milieu. Il va rétrécir son milieu de telle manière à ce qu'il y ait le moins d'imprévus, le moins de dérobades possible. Donc la catastrophe, c'est la projection que fait le malade, que sortir de son quotidien maîtrisé, abrité, serait la catastrophe. Il faut que le malade ne sorte pas de cette vie monotone qui s'est construite
à partir d'un milieu qu'il a rétréci, parce que s'il sort de ce milieu sévèrement abrité, il court au-devant de la catastrophe, parce qu'il ne sait pas, il ne pourra pas répondre, parce qu'il n'a pas suffisamment de puissance en réserve pour répondre à le milieu qui n'est pas sévèrement abrité. Donc, nous pouvons bon, voilà ce que c'est que ce qu'on pourrait définir comme le quotidien, la vie quotidienne en bonne santé ou en santé et la vie quotidienne du malade. Donc, si je fais le point, et je passe maintenant à ma seconde partie qui sera beaucoup plus courte et je vais aller beaucoup plus rapidement et ça sera beaucoup plus concret. Si je fais le point, on peut dire que aussi bien l'individu en bonne santé que l'individu malade, l'un et l'autre continuent à habiter. Ils continuent à produire cette expérience de l'habitation. Mais dans l'individu en bonne santé, habiter est projectif, c'est-à-dire qu'il y a la capacité de pouvoir se projeter en dehors de l'habitation. Pas besoin de. Tandis que dans l'expérience de la maladie, l'habitation est défensive. Dans le milieu de l'individu qui vit sa vie quotidienne normale, son milieu est ouvert, tandis que chez le malade, on pourrait dire qu'il vit dans une place forte, dans une place fortifiée. Voilà. Il a l'impression d'être assiégé. Voilà. À partir de là, vous pouvez, si vous suivez bien, je passe à la deuxième partie, on pourrait dire, mais dans ce cas-là, dans l'un et l'autre cas, il y a toujours de l'habitation. Être malade, c'est continuer à faire l'expérience d'habiter un lieu, mais un lieu, dit Canguilhem, rétréci. J'aimerais franchir une étape supplémentaire, et là, cette fois-ci, être radical jusqu'au bout, en vous disant ceci, que vivre dans un milieu sévèrement abrité, c'est-à-dire vivre dans un milieu rétréci et sévèrement abrité, c'est être illusoirement abrité, c'est être faussement abrité, qu'on est véritablement abrité lorsque notre milieu est ouvert, et qu'on est faussement abrité si on met des remparts autour de soi, autour de son lieu, etc. Si je continue la métaphore en plus c'est dans l'air du temps d'avoir des métaphores militaires. Donc, ce que je veux dire, c'est que finalement, voilà, j'aimerais soutenir que être dans un lieu sévèrement habité, c'est finalement ne pas avoir le sens de l'abri. Quel est le lieu le plus sévèrement abrité? Quel est le lieu paradigmatique dans lequel on se sent vraiment le plus protégé? La chambre d'hôpital. Et donc, je vais analyser la chambre d'hôpital. Alors, pas le cabinet, mais on pourrait réfléchir sur le lieu qui est un cabinet. Marie-Elisabeth, ton cabinet de gynécologie, qu'est-ce que c'est que ce lieu-là pour le malade? Comment il investit ce lieu? Moi, juste la chambre d'hôpital. Il semblerait que vraiment, avec la chambre d'hôpital, nous sommes dans un des lieux les plus sévèrement abrités, mais aussi un milieu qui est très rétréci. Or, il y a un philosophe qui réfléchit, et je vous dis que c'est Bachelard, qui réfléchit à ce que veut dire habiter un lieu. Et ce que veut dire, qui réfléchit à ce que ça veut dire, à ce que ça veut dire habiter des espaces concrets, et ce que ça, les répercussions que cela a d'habiter des espaces concrets, des lieux, les répercussions que cela a sur notre subjectivité. C'est-à-dire que habiter une maison, habiter un lieu, ça a des effets sur notre subjectivité. Un lieu n'est jamais neutre pour le sujet. Et ce philosophe, c'est Gaston Bachelard, et je vais m'appuyer sur un ouvrage qui est la poétique de l'espace. Alors, rapidement, quelques précisions, et après, si j'en ai encore, Marie-Elisabeth, je pense, 10 minutes, pas plus. Oui, mais oui, il faut aller au bout, hein, bien sûr. Ok, donc je déborde un tout petit peu l'heure. Oui, c'est pas grave. Rassurez-vous, je ne déborderai pas de beaucoup. Quelques précisions préalables. Tout d'abord, le milieu dans lequel nous vivons, c'est un milieu qui appelle de notre part toujours des réactions. Nous réagissons au milieu dans lequel nous vivons.
mais les réactions que nous avons par rapport au milieu dans lequel nous vivons, ces réactions sont variées dans leur nature. Je vous en citer quelques-unes. Ces réactions peuvent être des actions, des conduites ou des comportements. Première manière de réagir dans son milieu, avoir mené des conduites, mener des comportements, mener des actions. Mais les réactions que nous pouvons avoir par rapport au milieu, ça peut être des affects. Deuxième type de réaction que le milieu suscite en nous, ça peut être des affects. Troisième type de réaction que le milieu suscite en nous, ça peut être des connaissances. Le milieu peut susciter en nous des connaissances. Et Bachelard dit, il y a encore une quatrième manière d'être sollicité par son milieu. C'est de produire des images. Le milieu appelle aussi des images. Et ce point-là que Bachelard cherche à analyser, cherche à analyser les images. Autrement dit, ce que je veux vous dire par là, c'est quelque chose de simple. Nous ne vivons pas seulement et nous n'habitons pas seulement un milieu composé de choses physiques et d'êtres, nous vivons aussi au milieu d'images. Et dans les images, et par les images. Voilà la première précision. Deuxième précision, les images chez Bachelard ne sont jamais des représentations. Bachelard ne confond pas image et représentation. Pourquoi? Parce que la représentation est produite par une imagination que Bachelard appelle reproductrice. Tandis que les images, et notamment ce qu'a Bachelard en tête sont les images poétiques, sont les images de la littérature, c'est les images que produisent les poètes et les écrivains, ce sont des images qui sont produites par l'imagination créatrice. Et c'est celle-ci qui intéresse Bachelard, les images créatrices. Troisième précision, ces images poétiques, donc, et non pas reproductrices, ces images poétiques créatrices ne sont jamais des images superficielles. Bachelard prend très au sérieux les poèmes, les romans, et prend très au sérieux les images qui sont produites dans les poèmes et dans les romans, en estimant que ce ne sont pas des images superficielles, au sens où ça met en jeu, ça dit des choses sur le sens même de ce que nous sommes. Quatrième précision, les images, dit Bachelard, travaillent la vie même. Autrement dit, les images travaillent l'être. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'introduction, Bachelard introduit une distinction qui me semble féconde entre la résonance et le retentissement. Bachelard dit, lorsque nous lisons un poème avec ces images peuvent soit résonner en nous, ou soit elles peuvent retentir en nous. Lorsqu'une image résonne en nous, dit Bachelard, c'est une image qui nous disperse, c'est une image qui nous démultiplie, c'est-à-dire qui nous démultiplie sur les différents plans de notre vie dans le monde. Donc c'est une image, lorsqu'une image résonne en nous, ça veut dire qu'au fond, cette image, elle va résonner, elle va avoir du sens sur plusieurs plans de notre existence. Tandis que une image qui retentit en nous, un poème qui retentit en nous, un film qui retentit en nous, et non pas qui résonne en nous, c'est une image qui appelle un approfondissement de notre être. C'est-à-dire une image qui retentit en nous ne nous disperse pas, mais va susciter un approfondissement de notre être. C'est-à-dire, dit même Bachelard, va même pouvoir peut-être parfois opérer un virement de notre être. Donc, en résumé, je cite Bachelard, dans la résonance, nous entendons le poème, dans le retentissement, nous le parlons, il est nôtre. Nous le parlons, il est nôtre. Alors, ces précisions, une fois faites, quelles sont les images poétiques qui caractérisent, qui définissent, qui décrivent l'habitation, habiter. Et c'est l'objet même du livre La poétique de l'espace. Vous avez plusieurs chapitres dans la poétique de l'espace qui analysent ce que c'est qu'une habitation. Et les images que les poètes et les écrivains emploient pour décrire l'habitation et ce que veut dire habiter. Je cite Bachelard. Il faut donc dire, voilà l'objet de son livre, il faut donc dire comment nous habitons notre espace vital, il faut donc dire comment nous habitons notre espace vital en accord avec toutes les dialectiques de la vie. Comment nous nous enracinons jour par jour dans un coin du monde. Donc, qu'est-ce que c'est
que, et la première chose que Bachelard analyse, c'est la maison. Qu'est-ce que c'est qu'habiter une maison? Qu'est-ce que c'est qu'habiter ce lieu qui est la maison? Et Bachelard dit, la maison, faut la différencier parce que dans une maison, euh, on ne va pas, les images ne vont pas avoir le même retentissement en nous selon que l'on parle de la cave, du grenier ou de la chambre. Et donc, la première chose que nous dit Bachelard, c'est que de manière très générale, indépendamment de savoir si c'est la cave, le grenier, la chambre, la maison est investie par les valeurs de l'intimité. Les images sont les images de l'intimité. Alors, que sont ces valeurs de l'intimité? Je les liste, et après, on verra si ça correspond à la chambre d'hôpital. Et donc, si on habite. La maison, dit Bachelard, premièrement, contrebalance la dispersion de l'homme dans l'espace. Ça veut dire que l'homme est amené à se disperser dans l'espace, il est amené à vivre en dehors, mais pour pouvoir vivre en dehors, il faut qu'il puisse à un moment donné vivre dedans. Et la maison est ce lieu, cet espace dans lequel l'homme se resserre, dans lequel l'homme se ressaisit dans une unité, dans lequel il revient il revient de ce mouvement de se jeter dans le monde. Ça, c'est Heidegger. Heidegger dit l'homme, être, c'est se jeter dans, c'est être jeté au monde. Et Bachelard, il n'est pas du tout heideggerien, dit mais pour pouvoir se jeter dans le monde, il faut partir d'un lieu. Et ce lieu, d'abord, c'est la maison. Donc, l'homme n'est pas seulement un être qui est jeté en dehors, qui est jeté au dehors, parce que pour qu'il y ait un dehors, il faut qu'il y ait un dedans. Et immédiatement, Bachelard dit, et ce dedans, être dans la maison, c'est d'emblée être bien, dit Bachelard. Et donc, Bachelard nous dit la chose suivante qui est extraordinaire, être, l'homme ne se contente pas d'être, dit Bachelard. Être, a déjà une valeur, c'est déjà une valeur. Et donc, l'inauguration de notre être, dit Bachelard, nous inaugurons notre existence dans une maison. Nous naissons dans une maison, dit Bachelard. Il a écrit ça dans les années 1950. Bon, on est à l'hôpital maintenant, mais bon, on est dans une maison. Et donc, Bachelard dit une chose très simple, page 26, la vie commence bien. Elle commence enfermée, protégée, toute tiède dans le giron de la maison. Donc, la première image, voilà. La première valeur, c'est l'unité. La maison est un giron. Si la maison est un giron, ça veut dire qu'elle est un abri. Et donc, en étant un abri, elle permet d'inscrire dans notre corps un certain nombre d'habitudes. Donc, Bachelard dit être dans une maison, habiter une maison, c'est aussi avoir des habitudes. C'est le lieu des activités habituelles, des activités ménagères, dit Bachelard. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que les habitudes? C'est l'installation du quotidien. La maison est ce lieu dans lequel le quotidien s'installe, un quotidien qui est fait de mouvements, qui est fait d'actions habituelles, mais qui est fait aussi de songes, dit Bachelard. La maison est ce qui nous permet de rêver, de produire de la rêverie et des songes. Et donc, et Bachelard dit, ces habitudes sont dans le pli de notre corps. Pour ceux qui ont peut-être des maisons avec des escaliers, vous avez, à force d'avoir l'habitude de monter aux escaliers, vous avez dans le pli de votre corps la hauteur de vos marches. Vous ne réfléchissez pas, vous avez votre pas que vous faites est immédiatement calé sur la hauteur de vos marches, etc. Donc, deuxième point. Premier point, giron, abri. Deuxième point, la maison habitée, ça va permettre de produire des habitudes, des activités, etc., donc du quotidien. Troisième point, ces habitudes permettent la stabilité. La maison va introduire une valeur de stabilité. Ici, dit Bachelard, avec un double vecteur, on fait un petit peu vite, stabilité, alors, avec le vecteur, ce qu'il appelle un vecteur vertical, parce que la maison est polarisée de la cave au grenier, donc Bachelard va dire en fonction de à quelle hauteur vous êtes dans la maison. Et donc, par exemple, Bachelard dit, le grenier n'appelle pas les mêmes images que la cave. Le grenier est édifié, la cave est creusée. Le toit met à couvert, tandis que la cave est l'être obscur de la maison.
on monte au grenier, on descend à la cave. Vous voyez, vous avez des valeurs, des images différentes. Donc, c'est le premier vecteur. Bon, il y a quand même une forme de stabilité. Et le deuxième vecteur de stabilité, c'est la centralité et la simplicité. Voilà un petit peu la description de la maison. De tout cela, de tout ce que je viens de vous dire, de toutes ces valeurs que je viens de vous décrire, on en tire la conclusion que la maison est ce qui met dans la tranquillité de la protection. Tranquillité de la protection. Mais, dit Bachelard immédiatement, cette tranquillité de protection n'est possible que parce qu'il y a un dehors de la maison. Et donc, je suis protégé à l'intérieur de ma maison que parce que je sais qu'il y a un dehors de la maison. Et ce dehors de la maison peut avoir deux valeurs. Il peut soit être un dehors qui pèse sur la maison, et il a des très belles années sur la tempête qui vient peser sur les murs de la maison, et l'individu se recroqueville dans la maison, et voire même s'identifie à la maison qui résiste à la tempête, etc. Donc parfois on est avec la maison, on dit résiste, ne t'écroule pas, etc. Donc ça, c'est une première manière pour le dehors, pour la maison d'être en rapport avec le dehors. Et vous avez une deuxième manière, c'est que la maison a des portes et des fenêtres. Donc ça veut dire qu'il y a aussi, la maison n'est pas seulement une valeur de repli, mais c'est aussi une valeur projective. C'est-à-dire que vous ne pouvez vivre au dehors et vous ne pouvez conquérir le dehors que parce que vous êtes parti d'un lieu qui vous a pendant un certain temps protégé, qui vous a permis cette vie quotidienne qui ensuite est projective. À partir de là, est-ce que l'individu malade fait l'expérience d'un tel retentissement de ces images quand il occupe la chambre d'hôpital? L'hôpital, évidemment, c'est la prise en charge de sa maladie. Et l'hôpital est cet espace où les soignants et les soignés se rencontrent. Et est-ce que l'hôpital est un lieu? Est-ce que l'hôpital est un lieu dans lequel le malade peut habiter comme il habite sa maison? Et ma réponse va être négative, mais ce n'est pas une fatalité. Ma réponse n'est pas une fatalité. La chambre d'hôpital, donc maintenant je prends la chambre d'hôpital et j'essaie d'imaginer quelles pourraient être les images de la chambre d'hôpital. Quelles sont les valeurs poétiques, imaginatives de la chambre d'hôpital? La chambre d'hôpital n'est pas le lieu de l'intime, alors que la chambre l'est. Et pourquoi la chambre d'hôpital ne correspond pas au giron, ne correspond pas au nid? Pourquoi? Parce que la chambre d'hôpital, c'est un lieu où le malade s'expose. Il expose sa maladie afin qu'elle soit déchiffrée. Et le lit, c'est le lieu typique dans lequel le malade expose son corps et non pas le lieu dans lequel le malade recouvre son corps. Le lit, nous recouvrons le corps. Nous nous blottissons dans les draps du lit. Tandis que dans la chambre d'hôpital, les draps sont destinés à être enlevés pour que le corps soit visible et soit déchiffré par le regard médical. Deuxième, donc ça veut dire que la seule activité qu'a le malade dans cette chambre d'hôpital, c'est d'être visible. Deuxièmement, la chambre d'hôpital, c'est le lieu de la vacance. C'est le lieu où l'individu n'a pas d'activité ménagère, n'a pas les activités du quotidien. Ces activités du quotidien sont suspendues. C'est le lieu de la vacance et c'est le lieu dans lequel le patient fait l'expérience de l'attente. On lui dit le médecin va passer à telle heure, jamais le médecin passe à l'heure où on dit qu'il passe, il passe toujours plus tard. Votre rendez-vous au scanner est à 11h ou 10h et il y a parfois du retard, etc. Donc le patient, le malade ne peut même pas sortir de sa chambre, il faut qu'il attende. Donc la vacance. Troisièmement, le lieu, la chambre, c'est le lieu où le rapport dedans-dehors s'articule difficilement. Le malade sort peu de sa chambre. Et quand il sort, il est littéralement transporté dehors, transporté au sens physique du terme. On lui pousse son lit, etc. Alors que dans la maison, la porte, c'est intéressant, dit Bachelard, parce que la porte joue l'interface entre le dedans et le dehors. La porte peut être verrouillée, cadenassée, mais la porte peut être entrouverte. La porte peut être même largement ouverte. Alors que dans cette chambre d'hôpital, qui est le milieu rétréci par excellence, le milieu le plus rétréci qui soit, le patient redoute l'ouverture de la porte autant qu'il la désire.
La chambre d'hôpital n'est donc pas en nous, dirait Bachelard, mais nous sommes en elle. Et donc, ces quelques remarques, et je finis là-dessus, ces quelques remarques lapidaires pour vous dire que finalement, au fond, on ne réfléchit peut-être pas assez à la matérialité du lieu où nous sommes quand nous sommes malades. Et très rapidement, je vais vous parler du conflit. Et là, vous pouvez avoir un conflit entre le quotidien du soignant et le quotidien du soigné. Parce que s'il y a bien du quotidien, si l'hôpital est bien un lieu du quotidien, un lieu dans lequel une personne construit son quotidien et lui est familier, c'est les soignants. Les soignants habitent l'hôpital. Pour les soignants, c'est leur lieu. C'est le lieu dans lequel ils vont précisément déplier leur vie professionnelle, qui est faite d'habitudes, qui est faite de routines rassurantes, leur permettant justement de pouvoir prévoir les imprévus. Alors, donc, c'est le lieu dans lequel ils ménagent leur vie quotidienne, qui est ici leur vie professionnelle, alors que le malade ne peut pas, dans ce lieu-là, ménager sa vie quotidienne ou la ménager telle qu'il l'entend. Donc, il ne peut pas séjourner dans cette chambre d'hôpital, séjour qui a le sens du quotidien. Ce n'est pas une fatalité. Encore une fois, là, maintenant, j'en rabats de ma thèse, ce n'est pas une fatalité, parce que le patient, lorsqu'il est longtemps à l'hôpital, je suppose qu'il peut parfaitement essayer de reproduire du quotidien, de produire du quotidien, de s'aménager ce lieu de la chambre pour que cette chambre soit un véritable lieu. Les soignants ont un rôle aussi dans l'affaire. Il faut qu'ils frappent à la porte, il faut qu'ils se comportent d'une certaine manière pour que cette chambre redevienne une chambre. Je crois que maintenant, on accepte que que les couples dorment dans la même chambre d'hôpital. Ça importe. Vous voyez, on reconstitue un petit peu de l'intime. Mais ce qui m'intéresse, c'est que se passe-t-il lorsqu'on supprime tout lieu? Et je finis là-dessus avec la télémédecine. Parce qu'avec la télémédecine, alors, il n'y a plus de lieu. Au moins, avec la chambre d'hôpital, il y a quand même un lieu. Donc, je finirai là-dessus. Avec la télémédecine, on pourra véritablement se poser la question suivante: où suis-je? Où suis-je en tant que malade quand, justement, il y a cette télémédecine, et notamment quand je suis dans une gare où je me fais, on peut dire, analyser par une machine, etc. Où suis-je? Je suis nulle part. Alors qu'au moins, quand même, dans la chambre d'hôpital, il y a quand même un lieu. Voilà, je vous remercie, j'étais un peu long, mais voilà ce que je voulais vous faire, voilà, vous faire réfléchir sur ce que c'est qu'un lieu, et ce que ça veut dire quand on est malade d'être dans un lieu, d'habiter un lieu. Et donc, voilà, et que c'est pas, encore une fois, il faut tenir compte de la matérialité de ce lieu, et que donc vous, soignants, sachez que vous accueillez des malades dans un lieu qui n'est pas leur lieu dans lequel ils habitent. Et donc, pour vous, c'est votre lieu habituel. Votre cabinet, c'est votre lieu habituel. Vous avez vos habitudes, mais ce n'est jamais le lieu habituel de la personne que vous accueillez. Et il faut avoir ça aussi en tête, peut-être pour accueillir la personne. Voilà, je vous remercie.